vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. Les socialistes votent aujourd'hui pour le second tour entre le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, et le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Moins de 40 000 adhérents. Le PS a perdu une grande partie de ses adhérents et même de ses élus dans certains cas. Alors parlons vrai. Est-ce que le PS est en voie de renouveau ou en voie de disparition? Et à la question, le PS peut-il redevenir le parti leader à gauche? Vous dites non à 91%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité sera Jean Petot, politologue. À 18h40, le coup de projecteur des Vraies Voix. Léon XIV appelle Vladimir Poutine à faire un geste pour la paix lors d'un entretien téléphonique hier après-midi. Le président russe a assuré au pape vouloir aussi la paix, mais il accuse le pouvoir ukrainien de miser sur l'escalade du conflit. Alors parlons vrai, est-ce que le chef de l'église catholique romaine peut avoir de l'influence sur un orthodoxe? Et à la question du jour, le pape peut-il convaincre Poutine de faire la paix en Ukraine? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Notre invité sera Christophe Dickès, historien spécialiste du Vatican. Son dernier livre, Pour l'Église, ce que le monde lui doit, publié aux éditions Perrin. Et nos éditorialistes du jour. Les Vraies Voix Sud Radio. Il est toujours là. Toujours là. Avec une coupe impeccable aujourd'hui. Philippe Bilger. Coiffeur pour vous, pour faire un contraste. Mais c'est sûr qu'il vous a bien coupé les cheveux, c'est bien. Oui, mais parce que j'ai des choses importantes à faire ce soir. De quel registre? Vraie voix en plus. De quel registre? Remise d'un prix littéraire. Ah, d'accord. À quelqu'un qui ne vous vaut pas, Fanek BHL. Ah bah effectivement. Le président donc de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger. Il est là, Tom Conan, artiste et auteur. Bonsoir. Ça va Tom? Ça va plutôt pas mal, content d'être avec l'équipe, ça va me remonter le moral. Eh bien écoutez, c'est déjà une très bonne chose. Et enfin, comme il savait qu'il avait un artiste à côté de lui, il a voulu faire du Jacques Brel en nous apportant des bonbons. N'est-ce pas? Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. La forme, Pierre-Yves? Ouais, la forme, ouais. Je pense que les débats vont être passionnés, vu les sujets. Exactement. Allez, notre auditeur du jour, direction le Tarn-et-Garonne, c'est juste à côté de Montauban. Bonsoir Pierre de Montèche. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Alors vous, c'est avec grand plaisir, votre coup de gueule du jour, c'était le grand débat du jour des Vraies Voix hier soir sur le transfert de Mohamed Amra de Condé-sur-Sarthe jusqu'au palais de justice de Paris. Mais oui, mais je pense qu'en visioconférence, ça ne va pas être très facile pour le juge parce qu'il ne voit pas toute la petite assemblée qu'il y a autour, peut-être. Hein. Oui. C'est pour ça que, mais finalement, il faudrait qu'il fasse des petites, des pièces aménagées pour les détenus dans les prisons. Voilà, comme ça le juge pourrait se déplacer et il verrait toute l'assemblée. Alors c'est vrai que les parents des victimes sont en alerte. Ils croient que, mais moi je crois pas qu'il y ait un éventuel risque d'évasion. Des risques d'évasion, je ne le crois pas. Comme il y aura le GIGN, etc., inutile de dire que là, pour s'évader, c'est pas avec quelques gardiens de la pénitentiaire sans armes face à des types avec des fusils d'assaut. Hein. C'est sûr. C'est pas la même histoire. Moi, je pense que maintenant, il faudrait qu'ils fassent dans les prisons des salles pour recevoir les juges et qu'ils puissent juger sur place. Comme ça éviterait beaucoup de polémiques et des évasions aussi. Alors je comprends les parents, le malheur qui est tombé sur ces familles. Évidemment, on pense aux familles des deux personnels pénitentiaires qui étaient en tête du convoi lors de le 14 mai de l'an passé. Philippe Bilger veut réagir. En fait, Pierre, vous ajoutez un élément à notre débat. Notre débat d'hier, c'était de savoir s'il fallait que le juge se déplace à la prison ou est-ce qu'on suivait les règles habituelles de transfert. Là, vous considérez qu'il faut une pièce spéciale dans la prison. Ça rajoute peut-être une solution, mais ça ne règle pas le problème de savoir si le juge doit se déplacer ou bien si on respecte les règles ordinaires. Après, j'imagine que s'il y a une pièce spéciale dans la prison, ça peut porter atteinte à la séparation des pouvoirs ou pas? Ah non, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Là, il n'y a ni exécutif ni législatif, il n'y a que du judiciaire. Hein.
Ouais, Oui. mais le juge peut vraiment exercer, je veux dire, dans l'enceinte de la prison sans que ça s'il s'applique vient sur avec son greffier. D'accord. tu vois. Ok. Ça supposerait que tout le monde se déplace, du coup. Que Le juge et le greffier, oui. Ah, Toute bah l'équipe oui. se déplace. Et les parties et les autres parties. Ah mais normalement, s'il y a un interrogatoire du mise en examen, il y a son avocat. C'est tout, ouais, d'accord. C'est ça, il y a 4 personnes, Ouais, un ok. juge, greffier, avocat et prévenu. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une salle de 300 mètres carrés. Hein. Non. Mais c'est une question d'ordre. Je m'adresse plus à toi, Philippe, mais c'est une question d'ordre un peu symbolique en fait. Absolument. Sans doute, ouais. Est-ce que la justice doit, pour ça que je parlais de séparation des pouvoirs. est-ce que l'exercice de la justice doit être rendu obligatoirement dans le lieu qui incarne le mieux la justice, à savoir un tribunal? Un palais de justice. On a eu un débat passionnant Hier hier. après-midi, J'ai oui. réussi à convaincre un petit peu Françoise de Un Gouin. petit peu seulement. Vous avez, vous avez Elle a un peu fléchi à la fin. Vous avez pas besoin de travailler beaucoup. À la fin de votre propos, elle a dit « Vous m'avez convaincu ». Alors ça a été rapide. Oui, mais après. Ce qui est assez rare chez Françoise. Hein, Ce qui est difficile assez à rare, oui. convaincre, hein, Pierre, vous restez avec nous. Vous êtes notre auditeur du jour pour réagir au premier débat et évidemment au qui c'est qui l'a dit. Dans quelques instants, le réquisitoire du procureur. Sur qui est votre réquisitoire, monsieur le procureur? Alors, on va parler, pour ne pas changer, des ministres Retailleau, Darmanin et d'Édouard Philippe qui rappellent qu'il y a l'urgence d'une réforme judiciaire. Comme Donc, c'est je vais surprenant donner qu'on mon parle de point de vue Darmanin et là-dessus. Retailleau avec vous. Voilà. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan, Pierre-Yves Martin. Félix Mathieu nous a rejoint avec ses 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Quels sont les 3 mots du soir? Eh bien, Ascension, retraite et VPN. On va parler de Louise Boisson qui s'apprête à affronter la numéro 2 mondiale en demi-finale à Roland-Garros, de l'Assemblée qui vote pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites. La CGT est descendue dans la rue après ce vote, même s'il est symbolique à l'heure qu'il est. Et puis des téléchargements de VPN qui bondissent pour contourner, figurez-vous, le blocage des sites porno en France. Vaste programme. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, vous allez requérir sur 2 personnes dont vous n'avez jamais parlé dans les vraies voix, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, mais pas que. Vous me pardonnerez cette obsession dans la mesure où les ministres Retailleau, Darmanin sont dans l'actualité en permanence. Et j'y ajoute Édouard Philippe parce que ce trio, à la suite des violences et des incendies du 31 mai, pendant 2 jours, à la suite de la victoire éclatante et non truquée du PSG, ont considéré qu'il y avait urgence d'une réforme judiciaire. Alors je m'interroge, autant je crois crédible Bruno Retailleau qui n'a jamais changé de point de vue depuis toujours. Autant Gérald Darmanin a été un ministre de l'Intérieur et un garde des Sceaux que je considère comme remarquable, comme garde des Sceaux et comme ministre de l'Intérieur, autant je doute un peu de la volte d'Édouard Philippe, dont les 3 ans de Premier ministre n'ont pas été remarquables sur le plan régalien et dont le changement peut-être tactique est uniquement fait pour préparer les assises présidentielles dont il rêve. Donc, j'estime que 2 ministres sont crédibles. Édouard Philippe, au nom d'Horizon, ne me paraît pas totalement sincère dans cette approche. Tom Conan. Mais moi, je voudrais savoir, au-delà des qualités purement tactiques et politiciennes, de fond, de fond, effectivement, qu'est-ce qui vous plaît vraiment sur un plan personnel chez ces personnes? On va prendre Bruno, c'est très simple, Tom. Bruno Retailleau, constance dans la pensée, intégrité absolue du personnage et puis sincérité dans un monde politique qui ne sait plus ce que c'est. Et Gérald Darmanin, c'est autre chose, c'est un politicien et on sortait de garde des Sceaux tellement mauvais que les débuts de Gérald Darmanin comme ministre de la Justice, je les trouve réellement remarquables. Pierre-Yves Martin. Bon. Eh bien, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, cher Philippe. Parce que, déjà, en amont de la justice, il y a les forces de l'ordre. Il y a les questions de la sécurité. Et en fait, s'il y a eu des dérapages samedi soir, c'est bien en amont
parce qu'il y a une carence, il y a une inadéquation entre l'offre de sécurité et les éléments de dispersion. Et donc du coup, avant même d'évoquer un sujet de réforme judiciaire, faudrait peut-être réfléchir pour savoir si le dispositif retenu, et Dieu sait que j'ai beaucoup d'estime pour Laurent Nunez, mais si le dispositif retenu était vraiment adapté, moi je suis, à titre d'exemple, je suis très étonné que les boutiques qui ont été dévalisées n'avaient pas en amont été reçu une palissade en bois de protection pour éviter ce type d'écart. Ça, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas que ça soit encore le BINS avenue des Champs-Élysées. Alors, soit il y a une volonté politique derrière de laisser les Champs-Élysées libres, mais d'un point de vue principe d'ordre, je ne comprends pas. Vous aurez noté que ce n'était pas mon sujet, Pierre-Yves. Oui, mais de l'art de rebondir et de créer ensemble une profondeur spirituelle. Eh bien, nous allons rebondir sur les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Merci Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont ascension, retraite et VPN. Louise Boisson continuera-t-elle à défier tous les pronostics à Roland-Garros? La Française 361e du tennis mondial s'apprête à affronter la numéro 2, Coco Gauff. La CGT descend dans la rue après le vote par l'Assemblée nationale d'une résolution pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites. C'était lors de la niche parlementaire communiste. Et puis elle se tend toujours plus vers le haut depuis le blocage des sites porno en France. La courbe des téléchargements de VPN bondit de 1000% pour modifier son adresse IP et contourner le blocage. Les vraies voix Sud Radio. Son parcours est déjà exceptionnel à Roland-Garros, quoi qu'il advienne en demi-finale. Louise Boisson s'apprête à affronter en tout cas la numéro 2 mondiale du tennis, l'américaine Coco Gauff, après avoir éliminé la numéro 6 hier. L'ascension de la Française de 22 ans avait connu un coup d'arrêt brutal l'an dernier avec sa blessure au genou. Tombée 361e au classement du tennis mondial, elle n'a dû sa présence à Roland-Garros qu'à l'invitation du tournoi. Sa qualification en demi-finale est déjà donc en soi un exploit. Ce matin, son ancien entraîneur Patrick Larose nous racontait ce jour où il l'a vu débarquer à l'âge de 6 ans à la SPTT Dijon. Elle venait s'inscrire et puis comme j'ai organisé des petits tests pour tous les enfants, puis quand elle est passée, j'ai dit, par rapport aux petits tests de vitesse, de ramassage de balles, j'ai dit mais on a une pépite là, il y a quelque chose, j'ai jamais vu ça, des qualités hors normes. Et j'ai tout de suite voir ses parents à la fin de la séance, j'ai dit mais là il y a face à maman, je lui ai dit là il faut faire quelque chose, votre fille elle est vraiment faite pour le haut niveau, si vous voulez on peut mettre en place une structure. Et donc je l'ai encadré 4 fois par semaine 1h30. Puis c'est parti comme ça, quoi, avec un environnement familial très favorable parce que les parents étaient sportifs. Le père était basketteur professionnel, sa mère aussi. Donc il y avait un environnement familial pour l'aider. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu'elle aille vers le haut niveau. L'ancien entraîneur de Louise Boisson, Patrick Larose, avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Il nous a aussi parlé de ses grosses colères à l'époque quand les raquettes volaient. Anecdote qui contraste forcément avec le sang-froid qu'elle montre, la jeune joueuse face à ses adversaires mieux classés. On suivra ça. Je vous donne les résultats pour le moment. Un set partout entre Sabalenka et Swiatek, mais dans le 3e set, Sabalenka mène 3-0 puisqu'elle a breaké, mais c'est à Swiatek de servir. Il n'y a qu'un seul break d'écart. Deuxième mot, retraite. La CGT est descendue dans les rues aujourd'hui après le vote de l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté une résolution réclamant l'abrogation de la réforme des retraites. C'était lors de la niche parlementaire du groupe communiste. Une réforme qui avait été adoptée sans vote il y a 2 ans par 49-3. C'est donc la première fois en fait que l'Assemblée votait sur le sujet, même si techniquement c'est un vote symbolique. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, appelle justement le gouvernement à prendre acte de ce message. Aujourd'hui, si nous sommes mobilisés dans cette manifestation, ici et partout en France, c'est pour fêter cette victoire, bien sûr, mais c'est pour appeler le gouvernement à respecter enfin la démocratie. Les députés, c'est pas des polichinelles. Les députés, ils sont pas là pour faire joli, pour planter des fleurs ou pour faire des votes symboliques. Ils sont là pour faire la loi. Là, ils ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites. Le gouvernement doit mettre en place ce vote. Il doit abroger la réforme des retraites immédiatement. Et sinon, j'inviterai les députés à en tirer toutes les conséquences. Sophie Binet de la CGT au micro de l'AFP. Notez qu'à 18h15 dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, nous serons avec Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis. C'est lui qui a porté cette résolution pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites. En bref, le président brésilien Lula essaie de convertir Emmanuel Macron au traité de libre-échange avec le Mercosur. Le président Lula, reçu aujourd'hui à l'Élysée, vante la qualité de la relation bilatérale entre les deux pays.
pays, mais il exhorte Emmanuel Macron à accepter, de conclure cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur, un accord machine et spiritueux européen contre viande, sucre, riz, miel ou encore soja sud-américain. L'Espagne ou l'Allemagne sont contre, mais pas la France, comme l'a redit Emmanuel Macron. Elles sont pour. L'Allemagne et l'Espagne sont pour, mais pas la France, a redit Emmanuel Macron. Pas notamment tant que les normes environnementales ne sont pas alignées. Des deux côtés, il réclame notamment des clauses miroirs. Il l'a redit face à Lula. Le Mercosur était sorti par la porte, il rentre par la fenêtre ? À mon avis, il ne veut pas le convaincre, le président Macron. Non, mais en tout cas, c'est hyper important que le sujet de la réciprocité soit mis en avant. Oui, notamment environnemental et un jour, et ça social. devrait être systématique dans tous les accords, bilatéraux ou multilatéraux. Ça peut pas être possible, à mon avis. Désolé d'avoir une vision un peu pessimiste, parce que ce principe de réciprocité, il suppose d'avoir un principe en amont d'égalité, d'être à même niveau. Et par définition, deux territoires de puissance ne sont jamais au même niveau. Donc ce sujet de réciprocité, il est compliqué, me semble-t-il, à décliner, même s'il y a une volonté politique. Allez, troisième mot, VPN. Beaucoup d'internautes français se ruent sur cet outil numérique. Un outil qui permet de modifier son adresse IP pour faire comme si on était connecté à l'étranger. Et la courbe des téléchargements de VPN a grimpé, mais alors grimpé en flèche depuis hier. Pourquoi cette croissance exponentielle ? Évidemment, pour pouvoir retrouver ça. C'est quoi ça ? Je reteste, on l'avait déjà fait avant-hier. C'est une musique de film. Voilà, c'est le jingle de Pornhub qui est toujours bloqué, comme YouPorn et comme RedTube en France, tous ces sites de porno gratuits bloqués pour protester contre la législation sur la vérification d'âge obligatoire. Et donc, résultat, ces plateformes de VPN nous indiquent, on a notamment ProtonVPN qui indique avoir enregistré une hausse de 1000% de ses inscriptions en France. En 24 heures. En 1000%. Et bon visionnage, bien sûr. Comment vous avez fait, Félix ? Moi, je sais pas, je suis très mauvais en informatique. Non, mais je pense qu'il vous demande de l'aide pour son ordinateur. Au-delà du côté comique de la chose, ça montre quand même une véritable addiction derrière. Parce que les gens sont capables de soulever des montagnes pour accéder à leur porno, c'est quand même un peu pathétique. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, second tour au Parti Socialiste entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol. Le parti, sur fond de déclin, le parti a perdu nombre de ses adhérents. Alors parlons vrai, est-ce que le PS est en voie de renouveau ou de disparition ? Eh bien vous dites, et la question du jour, le PS peut-il redevenir le parti leader à gauche ? Vous dites non à 90%. Avec nous Jean Petot, politologue qu'on adore, bonsoir. Bonsoir. Alors question cash, réponse cash. Est-ce que Olivier Faure ou Nicolas Maillard-Rossignol peuvent être le nouveau François Mitterrand ? Moi, j'ai une question cash. Pourquoi vous m'invitez toujours pour les avis de décès ? On reconnaît bien Jean Petot. Allez, on se retrouve tout de suite pour le débat. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan, Pierre-Yves Martin. C'est l'heure du grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Second tour au PS, les socialistes votent aujourd'hui donc pour le second tour entre le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, et le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol. Alors parlons vrai, est-ce que le PS doit être un parti social-démocrate ou un parti clairement à gauche ? Et à la question, le PS peut-il redevenir le parti leader à gauche ? Vous dites non à 90%. Tiens, vous étiez au Parti socialiste et vous avez décidé de le quitter, ou au contraire, vous venez d'adhérer ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Avec nous, Jean Petot, politologue, et on fait un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Mon cher Jean, vous avez toujours autant d'esprit, mais vous êtes toujours aussi pessimiste sur la gauche. Et bizarrement, c'est un homme de droite clairement assumé, peut-être même réactionnaire en certaines de ses positions, qui trouve que vous êtes naturellement un peu sévère, mais parce que j'ai une approche très superficielle de la politique. Je sens tout de même dans la population
un désir de gauche. Je veux dire, on a envie de retrouver un vrai parti de gauche cohérent, équitable, avec une base intelligente, débarrassé des scories et des fulgurances d'un Mélenchon. Et je résume, au fond, si le Parti socialiste avait des leaders et des responsables avec le talon d'un Mélenchon sans ses fureurs, est-ce que vous auriez dit la même chose? Ah bah tiens, on va faire répondre Jean Petot, allez-y. Non, mais peut-être, comment dire, en matière de sociologie, que j'ai eu un biais, c'est l'absence de Cécile. Ça a provoqué chez moi un accès de mélancolie. Et qu'on embrasse. Et voilà, bon, mais plus, non pas plus sérieusement, mais pour rebondir sur votre réflexion, Philippe, on peut s'interroger sur l'ampleur de la réponse des auditeurs de Sud Radio. Est-ce que c'est parce qu'ils considèrent qu'un autre type de formation de gauche, avec une autre complexion, si je puis dire, que le Parti socialiste, pourrait avoir une place? Ou est-ce que c'est définitivement les thèmes de la gauche qui sont ainsi, j'allais dire, renvoyés à la poubelle de l'histoire, pour prendre une expression célèbre, hein, bon. Là, il y a matière à se poser la question. Je ne suis pas sûr que, quand on dit le PS est-il condamné à disparaître, je ne suis pas sûr que ça veut dire que les thèmes sont obsolètes, que les idées, certaines idées, et en particulier ce qu'on peut considérer comme des avancées sociétales ou davantage de justice sociale, pas sûr que les Français rejettent globalement, mais c'est certainement plutôt l'appareil politique qui est, je crois, condamné dans le chiffre spectaculaire que Philippe vient de nous donner. Ça veut dire quoi, l'appareil politique? C'est une formation qui, d'abord, est quasiment à l'os, 40 000 inscrits, 20 000 votants. C'est rien du tout. C'est vraiment une formation qui, eu égard à son histoire, eu égard à ses leaders, eu égard à ce qu'elle a pu porter dans la vie politique française, ne correspond plus qu'à l'ombre de lui-même. Premier élément. Deuxième élément, quels sont les leaders qui incarnent en quelque sorte, ou qui pourraient incarner un projet? Eh bien là, on voit qu'il y a à nouveau un autre problème. Plus d'idées. Pratiquement plus d'idées. En tous les cas, un appareil sclérosé et une absence d'incarnation, c'est quand même des ingrédients qui peuvent être réunis pour que le cadavre ne bouge plus. Tom Conan, qui lui n'est pas conservateur, contrairement à Philippe Bilger. Non, mais moi je pense que le vrai problème de la gauche, j'ai vu qu'ils avaient refusé effectivement toute alliance, enfin toute idée d'une primaire unique à gauche. Donc ça, je pense que c'est quand même une grosse erreur, parce qu'à mon avis, c'est la garantie de perdre. C'est la garantie de faire perdre à la fois le PS, mais de faire perdre la gauche de manière générale. S'il y a deux primaires, une primaire disons plutôt LFI et Tutti Quanti et une primaire plutôt PS, on est absolument certain que la gauche va perdre aux prochaines présidentielles. Donc ça, je pense que c'est une grosse erreur stratégique. Ensuite, il y a la question effectivement de l'incarnation et des idées. Je pense que ça va avec. En réalité, aujourd'hui, les gens suivent beaucoup plus des figures effectivement que des partis. On est quand même rentré dans l'ère aussi des réseaux sociaux où les gens s'attachent encore une fois à des personnalités en tant que telles. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à gauche. Il y a beaucoup de personnalités qui émergent, pas seulement dans le champ politicien d'ailleurs. Il y a aussi des chercheurs. Quand vous voyez quelqu'un comme Gabriel Zucman par exemple, aujourd'hui c'est une personnalité de gauche forte, hein, quoi qu'on en pense. Mais inconnu par 95% de la population au bas mot. Mais qui participe largement au débat public à gauche. Donc en fait, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Il ne faut pas revenir sur les vieilles recettes partidaires et partisanes. Pierre-Yves Martin. Moi, comme je suis un bon élève aujourd'hui, je relis l'énoncé. Le PS peut-il redevenir le parti leader à gauche? Alors, pour redevenir le parti leader, il faut deux conditions. Avoir un leader, il n'y en a pas du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune personnalité portant les valeurs de gauche qui soit exposée suffisamment
actuellement. Donc ça paraît difficile qu'Olivier Faure ou son compétiteur puisse inverser la tendance actuelle. Le deuxième levier, c'est naturellement le positionnement et l'identité. Quelle identité le PS peut-il incarner? Et contrairement à ce que tu disais, moi je trouve que leur grande erreur, c'est d'être parti dans la spirale LFI et autres. Mais sinon, ils n'avaient plus de députés. Hein. Oui, ils avaient peut-être plus de députés, mais au moins ça aurait assaini et ça aurait préservé leur identité. Là, ils ont plus d'identité et donc du coup, il faut réincarner une identité avec un projet politique. Et actuellement, je ne vois pas, et c'est pas les seuls, mais je ne vois pas au sein du PS une lisibilité claire de quelques idées fortes en programme politique. Jean Petot, pour répondre à Tom Conan et à Pierre-Yves Martin, c'était mes deux questions de lancement. Est-ce que Mayer, Rossignol ou Faure peuvent être les nouveaux Mitterrand? Et est-ce que le PS doit être un parti social-démocrate ou un parti clairement à gauche? On voit bien que ni l'un ni l'autre, non, le charisme, la personnalité, l'histoire pourrait être un nouveau François Mitterrand, ça c'est évident. Bon, quelle est la personnalité politique qui a, j'allais dire, de l'expérience au Parti socialiste, qui a la figure d'un homme d'État? Ça va peut-être vous faire sourire. Hollande. Le seul sur étagère, c'est François Hollande. Les autres apparaissent comme étant, je crois, aussi on peut même pas dire inexpérimenté, parce que maire de Rouen, c'est pas n'importe quoi. Hein. Une grande ville, oui, c'est sûr. Il y a une surface, hein. Mais on voit bien, comme on dit, que ça n'imprime pas. Alors, la gauche a toujours été parcourue de tensions. Hein. Moi, je ne suis pas favorable aux primaires, mais ça date pas d'aujourd'hui. J'ai toujours trouvé que les primaires étaient une construction qui ne collait pas avec les institutions de la Ve République. S'il y a 2 tours sur la Ve République, c'est que le premier tour sert de primaire. C'est le premier tour qui a permis de départager De Gaulle de Lecanoë, qui a permis de départager Giscard de Chaban et de départager, j'allais même dire, Marchais de Mitterrand. Hein, oui, à l'époque, il y a eu les candidatures, chacun dans leur couloir. C'est les primaires qui ont permis de désigner, de choisir entre Chirac et Balladur. Bon, oui. Voilà. C'est le premier tour, pardon. Hein, voilà. Donc là, très clairement, notre dispositif électoral présidentiel, il n'a pas besoin de primaire. Mais ce que l'on constate, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, la gauche est tellement fragmentée, le PS, je pense, s'est laissé phagocyter et coloniser par LFI, même si les dernières législatives de 2024 ont montré que maintenant, on était quasiment à touche-touche entre le groupe des députés LFI et celui du PS. Il faut que le PS assure d'avoir à la fois son autonomie à gauche, mais aussi la construction d'un logiciel et d'un programme politique qui lui soit propre. Allez-y, après on part aux autres. Comment voyez-vous le futur de François Hollande, qui en effet est le seul qui, à l'heure actuelle, peut apparaître opératoire sur le plan du pouvoir au Parti socialiste, dans la mesure où, comme Meyer-Rossignol l'a demandé à Olivier Faure, il est clair que celui-ci va afficher bientôt des ambitions présidentielles. Est-ce que François Hollande, en n'ayant pas participé de manière ostentatoire à la joute là, ne perd pas des points pour se positionner comme possible rénovation? Les deux lectures sont possibles, mon cher Philippe. À la fois, on peut dire, il ne s'est pas mêlé de la mêlée. Donc, d'une certaine manière, il est en état de recoller éventuellement les différents morceaux de la porcelaine socialiste. Donc, il a été un petit peu au-dessus, même si les adversaires de Mayer-Rossignol ont dit que Hollande était sur le porte-bagages du vélo de Mayer-Rossignol, à quoi lui-même a répondu « Je suis le seul qui n'a jamais travaillé avec François Hollande parmi les candidats », puisque je vous rappelle que Faure était son directeur adjoint de cabinet à Solferino et que Boris Vallaud a été son secrétaire général adjoint à l'Élysée. Alors tout ça, ça fait partie des bagarres internes au PS. Bon, il me semble que Hollande soit est en situation d'apparaître comme celui vers qui vont converger les socialistes, ou au contraire, il est trop has-been, il représente trop ce que justement LFI a reproché au PS, il y a la gauche, l'extérieur du PS, c'est-à-dire 2012-2017, avec le modèle de social-libéralisme qu'il a été en quelque sorte
dont il a été l'incarnation. Et à ce moment-là, il est planté, pardon de le dire ainsi, pour 2027. Il y a encore une véritable incertitude, je crois, sur qui va réussir à sortir du lot socialiste. Allez, on part au 0826 300 300 avec Pierre. Rebonsoir Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes dans le Tarn-et-Garonne, une vieille terre socialiste, mais qui n'est plus aujourd'hui? Oui, alors, on parlait de François Hollande. Non, là, je pense que il ne peut pas se présenter au présidentiel avec les 5 ans qu'il a passés là, c'est pas possible. Et ensuite, pour moi, le Parti socialiste, tant qu'il y aura un Mélenchon et consort, le Parti socialiste ne remontera pas. Ah, donc pour vous, l'espace est pris à gauche par Mélenchon. Vous êtes d'accord avec ça, Tom? Restez avec nous, Pierre. Vous êtes d'accord avec ça, Tom Conan? Oui, globalement, oui. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les grandes figures qui sont importantes dans le paysage politique et même populaire, c'est des gens comme, je sais pas, Ruffin, comme Tondelier, comme Sandrine Rousseau, éventuellement Mélenchon aussi. Sauf Mélenchon, Ruffin, Tondelier, Rousseau, ça fait pas plus de 5% de la présidentielle. Hein. Oh, je sais pas. Ruffin, il pourrait y avoir... peut-être. Alors, Tondelier, Rousseau, ça fait 2%. Hein. En tout cas, effectivement, le paysage politique à gauche est effectivement assez fragmenté. C'est justement pour cette raison, pour embrasser l'ensemble des différentes sensibilités, qu'il faudrait absolument une primaire. Parce que si vous faites quelque chose de séparé, en excluant finalement une grande partie de ces personnalités-là, qui sont montantes, qui commencent à être de plus en plus reconnues, en fait, effectivement, vous faites quelque chose qui va relever d'un entre-soi. Il faudra être encarté au PS pour pouvoir participer aux primaires. Ça me semble pas acceptable, pratiquement. Pierre-Yves Martin, vous avez entendu Pierre qui parlait de François Hollande. 10 ans après son départ de l'Élysée, vous croyez une candidature Hollande et encore plus loin une victoire de Hollande? Alors je crois possible une candidature, parce qu'il a un ego surdimensionné, mais c'est une des conditions pour être candidat à la présidentielle. Mais par contre, je vois pas comment il pourrait transformer, puisqu'il a été quand même, il a un passif qui est quand même impressionnant. C'est 5 ans à l'Élysée, vous voulez dire. Donc du coup, je ne vois pas comment un homme, un candidat peut se réinventer une virginité politique, voilà, et que je pense que c'était un personnage, une personnalité propre à cette époque en 2012. Et que en 2025, c'est plus les mêmes attentes et du coup c'est plus la même offre politique. Et après aussi, ce qui serait assez amusant dans l'incarnation de social-démocratie de gauche, je vous disais à peu près centriste, c'est Dominique de Villepin. Parce qu'on est Dominique de Villepin, comme vous le savez aujourd'hui, qui est un libéral, qui a d'ailleurs mené une politique libérale lorsqu'il était Premier ministre sous Chirac. Mais pour autant, il est assez apprécié par la gauche aujourd'hui et il a de l'expérience. Il n'a pas été déjà élu. Donc honnêtement, ça serait assez intéressant. On va faire réagir Jean Petot. Tiens, alors pour vous, le retour de Hollande, vous y croyez? Et Dominique de Villepin, j'allais dire Dominique Galouzeau de Villepin, candidat de la gauche, est-ce crédible? Du centre-gauche, disons. Non, mais on voit bien à la faveur de notre échange que on assiste quand même à une compétition où celui qui va l'emporter va être le moins faible de tous les faibles. Donc, et là, ça vaut pour la gauche, mais on pourrait presque dire la même chose pour la droite, j'allais dire dite de gouvernement, dans la compétition à laquelle aussi on assiste. Donc, la fragmentation de la scène politique à laquelle dont on est témoin et les observateurs depuis maintenant de nombreuses années, elle ne produit que des fragments, c'est le cas de le dire. C'est des morceaux qui sont sans doute de plus en plus faibles. Alors, est-ce que François Hollande peut gagner? Je ne prendrai aucun pari. Je constate que... Mais excusez-moi, mais ça lui est arrivé en 2012 sur le rejet de Nicolas Sarkozy plus que sur son projet, non? Oui, mais il était pointé à 5%. En 2011. 3, monsieur, 3%. Eh bien, 3%. Donc, vous voyez. Alors, il y a eu des SK, mais si vous interrogez Hollande, et ça m'est arrivé de le faire. Il était sûr de gagner. Eh bien, encore aujourd'hui, Hollande dit que si DSK n'avait pas eu son épisode Sofitel, il gagnait. Donc, voyez, mais quand même, pour remettre un peu aussi les choses en axe, en 2002, n'oublions jamais ça, le fameux 21 avril, le fameux coup de tonnerre, rappelons que Jacques Chirac a été qualifié en tête du second tour devant Jean-Marie Le Pen avec un tout petit peu plus de 19%. Absolument. 19%. Voyez la faiblesse du socle du premier tour. Alors, pour
Tom, juste un mot, c'est pas pour le taquiner, mais si la primaire avait eu une vertu, par exemple, eh bien, en 2017, Benoît Hamon n'aurait pas fait 8,5%. Hein. Il y a bien eu une primaire. Il a fait 6,5%. Combien j'ai dit 8,5%, c'est 6,5%. Il a même fait moins. Non. Oui, voilà, 6,5%. Bon. Donc, vous voyez, la primaire, dans ce cas-là, elle a strictement servi à rien. Ouais. Merci beaucoup, Jean Petot, politologue. Pierre, vous restez avec nous? Oui. Vous êtes prêts pour le qui c'est qui l'a dit? Oh là là, oui. Et bon, on se retrouve dans quelques instants. Les 5 et 6 juin, c'est la fête de la radio avec Sud Radio. Sud Radio, j'aime vraiment bien cette radio parce que on entend tous les points de vue. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan, Pierre-Yves Martin. Et c'est l'heure, Pierre, du qui c'est qui l'a dit. Alors c'est à vous de lancer le jingle. Vous avez carte blanche. Mais écoutez, c'est parti pour le quiz. Très Les bien. vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On pourrait résumer ça sobre et efficace. Alors Pierre, êtes-vous prêt? C'est parti Pierre. Qui c'est qui l'a dit? Les délinquants sont globalement des hommes. Nous devons redonner du pouvoir aux femmes dans les quartiers. Juliette Mandel, je crois. Méadel. Absolument, on lui donne bon. Juliette Méadel. Ah si, non, mais faut plaisanter, Pierre-Yves. C'est pas Méadel? Si, non, c'est Méadel. Ouais, c'est Méadel, c'est refusé. Méadel, pardon, Méadel. On vous Méadel, laisse. Bon. Pierre mérite les 3 points. Et Pierre, parce que il c'était mérite ce matin sur Sud Et il y Radio. en a en plus. qui trichent d'emblée. Hein. Ça y est, la suspicion. Qui c'est qui l'a dit, Pierre, sur une candidature à la présidentielle de 2027? Je ne vois pas pourquoi j'exclurais quand je vois aujourd'hui que chacun est candidat à l'élection. Mais François Hollande? Non. C'est une Ségolène Royal femme. Une femme. Non, pas Royal. Non. Ah bah la présidente de l'Assemblée nationale. Non. Non. C'est pas Yael Braun-Pivet. Vous nous donnez une petite Rachida indication? Dati? Non. Ah non, La elle a présidente eu- d'Île-de-France? Non, elle a Oui, eu mais de aussi, très hautes vous fonctions savez. politiques. D'accord. Ségolène? Non, Non, je j'ai l'ai déjà dit non. dit, Ah pardon, j'avais pas entendu. Enfin, facile, des très hautes fonctions politiques en France, à part en président. Ah bah, Premier ministre. Bah oui. Eh bien, Celle qui préside le FMI. Non. Édith Voilà. Cresson. Non, vous l'avez dit, Pierre, dans le casque. Pierre, Comment? vous avez dit quoi dans le casque? Vous avez rien dit, j'ai dit je- quoi? Ah bah non, bah écoutez, c'était Elisabeth Borne. Ah, on oui, l'a c'est complètement ça. oublié. Il l'avait au bout de la langue. Il n'y a pas de limite. c'est vrai. Non mais c'est vrai hein. Il y a une unanimité Et dans bien, le La c'est- ministre, oui. Mathilde, il y a eu que 2 femmes, alors c'était Oui, facile, bah, c'était ça pas va, Edith ça va. Cresson qui a 91 ans bientôt, ou elle les a déjà eu, je crois. Allez, qui c'est oui. qui l'a dit sur les condamnations après PSG Inter? La justice ne se saisit pas de ce qui est dans la loi pour sanctionner. Darmanin? Non. Estrosi. Bonne réponse de Philippe Bilger, Christian Estrosi, le maire mais horizon de Nice. Qui c'est qui l'a dit, Pierre? Nous voulons la stabilité des prélèvements obligatoires. Il faut stabiliser la dépense publique. Il n'y aura pas de hausse d'impôts d'ensemble. Voilà. Eh bien, notre ministre. Lequel? Lequel? Eh Méadel? bien, et le Premier ministre. Éric Lombard. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Ah non, j'ai dit avant. Non, j'ai dit Lombard. J'ai dit Éric Lombard Alors là, on avant. demande à la régie Ah, de honnêtement, c'est moi, repasser hein. l'enregistrement. Non, mais alors, Maxime est c'est très moi, c'est moi. honnête. S'il vous plaît, VAR, Maxime. VAR. Il y aura un check VAR dans quelques instants. VAR dans quelques instants. C'est quoi VAR? C'était clair. La vidéo, Bah oui. La règle vidéo assistance Ah arbitrage, ouais. la vidéo, voilà, comme au foot, au rugby. Pierre, vous êtes très discipliné. Hein. Qui c'est qui l'a dit, Pierre? Retailleau, porte-parole du RN. Rotaillot, porte-parole du RN. Mais Marine Le Pen? Non, bon pas. Tonnelier? Non, Fort non. Autain? Non, c'est le même parti que Marine Le Pen. que Marine Le Ah ouais Pen. Tiens. Oui. Baratelli. Non, pas Bardella Baratelli, il était Bardella gardien de but à Nice et en équipe de France. Bardella? Non, Bardella. Non, Chenu. non, Tanguy. Maréchal? Marion Non. Maréchal? non. Mais il n'y a plus personne. Mais si. Il n'y a plus personne. Eh bien, écoutez, c'était Laurent Jacobelli. Mais je l'ai dit. Vous avez dit Baratelli, aucun rapport. Excusez-moi, Baratelli, il jouait gardien de but au PSG il y a Mais 40 je ans. voulais dire Jacobelli. Non, vous avez dit Baratelli. Mais je voulais dire Jacobelli. Oui,
bah non. Puis vous vouliez dire aussi. Non, vous saviez que c'était pas Baratelli. Ah non, mais Pierre, à ce niveau de mauvaise foi, je vous transmets toute ma compassion. On continue. Qui c'est qui l'a dit, Pierre, sur la Nouvelle-Calédonie? Le processus de décolonisation n'est pas terminé. Je le sais, mais j'arrive pas à me souvenir des noms. Valls, bonne réponse de Philippe Bilger. Vous êtes loin derrière. Là, il l'a dit juste avant. Qu'est-ce que c'est que cette émission là? Non mais enfin, ça fait 2 fois qu'on essaye de m'écarter. C'est inacceptable. On peut pas inviter sur Baratelli, des personnalités éclairées et après les répandre dans la boue. S'il vous plaît, on va avoir la VAR après. Maxime est à la barre. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit, Pierre? Les impôts, il y a une overdose. Eh bien, moi, je vous le dis. Eh ben, c'est Pierre de Montèche qui l'a dit. 3 points pour Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Zemmour. Non, c'est un président de région. Bertrand. Je l'ai dit. Non, mais il l'a dit avant vous, Bertrand. Bon, eh bien, écoutez. Alors, la VAR, ça avait donné quoi, Maxime? C'est Pierre-Yves Martin qui a donné la réponse en premier. Merci. C'est pas possible. C'est moi qui l'ai dit en premier. S'il vous plaît, le verdict est égalité parfaite entre Philippe Bilger et Pierre-Yves Martin. 3 points pour Pierre, qui a vraiment tenu la route. Dommage qu'il n'ait pas eu Valls. Si vous et mon Baratelli. Mais Baratelli était gardien de but, je vous l'ai dit. Tom Conan n'a pas participé comme homme de gauche, il était en grève ou en manif. Merci beaucoup, Pierre de Montèche. Vous écoutez Sud Radio régulièrement? Tous les jours. Merci à vous. Et tous les jours à cette heure-ci où je prends plaisir à vous écouter. Merci beaucoup. Voilà. On vous embrasse, on salue les Nous aussi, et bonne soirée à tous. Merci, on salue les Tarn-et-Garonnais. Après la pause, on aura le répondeur avec Sonia de Paris. Mon coup de gueule, ce sera sur une affiche qui m'a mis hors de moi. On se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Tom Conan, Pierre-Yves Martin. Ça va les amis? Ça va très bien. Alors on a analysé la VAR. Finalement, vous aviez pas dit Éric Lombard, mais le ministre des Finances. Alors c'est moi qui ai dit Éric Lombard. C'est ça. Donc c'est moi? Non, c'est moi. C'est lui. Mais donc, moi je l'ai dit le premier. Non, vous l'avez pas dit le premier. On a écouté la VAR et donc on va décider de mettre en place une VAR avec Maxime à l'avenir. Et comme ça, on pourra vraiment analyser les artifices de tricherie de Philippe Bilger. Mais la VAR a quand même validé le fait que pour Valls, je l'avais dit en premier. J'ai été floué 2 fois moi dans cette affaire. S'il vous plaît, allez. Ta seule défense, c'est dire je voulais dire. Mais il y a une différence entre le vouloir dire et dire. Allez, on écoute, c'est le répondeur du jour. Allô, bonjour, Sonia de Paris. Alors là, je suis effarée dans ce que je viens d'entendre. Et si l'État croit qu'on est dupes, nous les gens, mais ils se mettent le doigt dans l'œil. Comme par hasard, la chaîne 16, qui était CNews, devient la chaîne de France Info, l'opposé de la chaîne de CNews. Mais ils nous ont pris pour des bébêtes. C'est fait exprès. Jusqu'où ils vont essayer de nous lobotiser? Alors, c'est une réaction au fait que demain, les chaînes changent et qu'ils ont regroupé les chaînes d'infos. CNews, qui est la chaîne d'info leader, va passer de 16 à 14 et que c'est France Info, qui est la plus faible de service public, qui va passer en 16 et elle dit c'est scandaleux, parce que le message est beaucoup plus long. C'est pour prendre une partie des auditeurs de CNews et les donner au service public. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger? J'en parlerai tout à l'heure, mais CNews n'est pas du tout inquiet. Tout de même, il y a une sorte de fidélité des téléspectateurs. Je ne crois pas que ça entraînera une désaffection. Oui, puis surtout, il ne faut quand même pas avoir des complots partout. Je ne pense pas qu'un simple numéro de chaîne change quoi que ce soit à l'affaire. Pierre-Yves Martin? Je suis tout à fait d'accord. C'était peut-être pas complètement indispensable d'exprimer une telle énergie pour un sujet qui n'est pas si évident que ça. Donc je pense que le téléspectateur... Mais c'est pas la seule réaction dans ce sens. Ouais, je sais bien, mais c'est pour ça que il y a un petit côté dangereux dans ces éléments d'information. Il faut pas, comme tu disais, il faut pas avoir tout en complot, en manipulation, etc. Dans le jeu, ça existait, mais pas là. Oui, et tu l'incarnes parfaitement bien, Philippe Bilger. Allez, on va faire des heureux.
Sud Radio et les vraies voix vous font gagner un récepteur DAB+, vous savez, c'est la radio numérique terrestre Muse. Qualité numérique DAB+, vous avez en plus un tuner FM intégré, un écran LCD, une prise casque, 60 stations en mémoire. Et tu as un micro, Maxime, qui marche ? Bien sûr. Parce que ceux qui n'osent pas appeler le 0826 300 300 vont pouvoir entendre la douce voix d'Aude qui vous répond. Aude, tu peux venir au standard pour nous donner un chiffre, au micro, pour nous donner un chiffre entre 1 et 10 pour le gagnant ou la gagnante de la radio Muse. Bien entendu, Philippe, ce sera le 10e appel. Le 10e appel au 0826 300 300 gagne un récepteur DAB+ FM Muse. C'est parti, c'est le 10e appel. Aude, vous l'avez entendu, c'est elle qui vous répondra au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants pour mon coup de gueule et pour l'info en plus de Félix Mathieu, j'allais dire Stéphane. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin et Tom Conan et c'est l'heure du coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Paris. Pourquoi Paris ? Parce que c'est là que va se dérouler le 28 juin prochain la marche des fiertés, l'ex-Gay Pride, et que l'affiche appelant à manifester est pour le moins surprenante. Commençons par les mots. Contre l'internationale réactionnaire et queers de tous les pays, unissons-nous. Une internationale réactionnaire représentée par un militant d'extrême droite mort, reconnaissable à sa croix celtique tatouée sur le cou, tiré par la cravate ou un lien, on ne sait pas trop. Une image qui rappelle les otages israéliens tirés par les pick-up le 7 octobre 2023. En termes de bon goût, ça rivalise avec Marie-Antoinette décapitée lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Continuons la lutte contre l'internationale réactionnaire avec cette femme portant un sac aux couleurs du drapeau palestinien. Une entité palestinienne dans laquelle les LGBT sont particulièrement bien traités, avec des cours de vol sans parachute offerts aux homosexuels jetés du haut des immeubles. À ce niveau de débilité, il faut franchement être à la masse. Continuons avec cette femme voilée. Les pays dans lesquels le voile est obligatoire sont tous gay-friendly, c'est de notoriété publique. On pense en particulier à l'Afghanistan et à l'Iran. Des pays si gay-friendly que les homosexuels y sont pendus, mais peut-être que pour que ce sort leur soit réservé, les homosexuels des pays musulmans font partie, comme le militant d'extrême droite mort, de l'internationale réactionnaire. Le Mollah Omar et Khomeini doivent non pas se retourner dans leur tombe mais y danser la Zumba, en voyant leur modèle de société assimilé aux homosexuels. Un Khomeini si gay-friendly et ouvert d'esprit sur la sexualité, qu'il avait répondu dans une interview au journal le New York Times et une interview de la journaliste Oriana Falecci dans le New York Times qui le questionnait sur les exécutions d'homosexuels et personnes adultères, je cite, « Si votre doigt souffre de gangrène, que faites-vous ? Laissez-vous la main entière puis le corps se gangréner ou coupez-vous le doigt ?» Point d'interrogation. Le hijab, symbole gay, Coluche ou des proches ne l'auraient pas imaginé, la marche des fiertés l'a fait. Valérie Pécresse a décidé de retirer la subvention de la région Île-de-France. On attend la même mesure de la maire de Paris, mais ne rêvons pas, puisque cette affiche cible, l'internationale réactionnaire. Et c'est tout à fait percutant ce que vous avez dit, Philippe, et qu'on compare à d'autres affiches il y a quelques années, elles étaient parfaitement normales, je veux dire, dans l'apologie ou dans la défense ou l'illustration de ces pratiques. Ça devient extravagant, vous avez très bien dénoncé ce qu'il fallait. Alors, bon, je vais pas revenir sur tous les points, mais en revanche, je dirais qu'il ne faut pas assimiler des pays étrangers qui effectivement peuvent mépriser parfois éhontément les droits des homosexuels. J'en parlais un peu tout à l'heure. C'est pas mépriser, c'est une corde. Mais bien sûr, non, c'est plus que du mépris. Mais il faut pas, bien sûr, mais il faut absolument pas, je veux dire, assimiler ces pays-là avec des causes qu'on peut défendre par ailleurs. Par exemple, le Hamas et la Palestine, c'est pas la même chose. C'est quand même le Hamas qui gère la bande de Gaza. Mais quand on défend le sort des Palestiniens, on n'est pas en train de défendre le Hamas ou l'idéologie du Hamas ou une idéologie qui serait LGBT-phobe, etc. C'est quand même deux choses différentes. Et je pense ensuite qu'on peut parfaitement être pour les droits des homosexuels et à la fois pour que les femmes puissent porter le voile si elles le veulent. C'est pas en soi contradictoire. Ça veut pas dire que les gens le feraient eux-mêmes, mais ça veut dire qu'ils sont pas pour abolir, que soit aboli ce droit. C'est deux choses différentes, encore une fois. Puis arrive. Moi, je suis un peu consterné. J'ai pas d'avis. Pour une fois. Vous ne l'avez peut-être pas vu, l'affiche. Si, je l'ai vu, j'ai vu. Je suis un peu consterné parce que je me dis que d'un côté, on peut plus rien faire sans que ça génère des retours de titre. Non, mais voilà, je trouve qu'on est un peu dans la surinterprétation.
il me semble, et que, enfin, je sais pas, je comprends plus rien. Ce qui devait être une manifestation joyeuse avec quelques messages clés vient se politiser et vient se perdre. C'est un peu comme ça que je perçois les choses. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour l'info en plus avec Félix Mathieu et les tours de table de l'actualité. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan, Pierre-Yves Martin. Et c'est l'heure de l'info en plus, Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et l'Assemblée nationale a voté une résolution pour appeler à l'abrogation de la réforme des retraites, Félix. Résolution qualifiée de symbolique dans le sens où elle n'a pas de valeur normative. Il n'empêche, c'est la première fois que l'Assemblée nationale s'exprimait directement sur cette réforme puisque le passage à 64 ans était passé sans vote par le 49-3 en 2023. Après l'adoption de cette résolution, en tout cas, la CGT est descendue dans la rue. Cette réforme, elle ne passe pas, elle ne passera pas, elle ne passera jamais. La CGT qui demande au gouvernement de prendre acte de ce vote des députés lors de la niche parlementaire communiste. La résolution a été adoptée avec les voix de la gauche, du RN et d'une partie du groupe Lyotte. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le député PCF de Seine-Saint-Denis qui a porté cette résolution. Bonsoir Stéphane Peu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Est-ce que vous espérez maintenant que ce vote puisse être suivi d'effets concrets ? Ah oui, tout à fait. C'est ce que d'ailleurs j'ai signifié à la ministre à la fin de mon intervention ce matin, en lui disant que jusqu'à présent, l'Assemblée nationale n'avait jamais pu voter sur cette réforme de retraite qui était passée par un 49-3, puis qui avait fait, à chaque fois qu'un groupe avait essayé de le redéposer à l'ordre du jour, il y avait eu une obstruction des macronistes qui avait empêché un vote. Donc pour la première fois, nous avons un vote. Le vote, il est clair. Il est la majorité de l'Assemblée nationale est pour l'abrogation de cette réforme à la fois injuste et brutale. Et de ce point de vue, les représentants du peuple à l'Assemblée sont à l'unisson du peuple français, puisque notre vote est à peu près aussi bien proportionné que ce qu'expriment les Français dans les sondages d'opinion, à savoir que plus des 2/3 souhaitent l'abrogation de cette réforme et c'est près de 80% des actifs. Donc il y a une communauté de vues de la Chambre des représentants du peuple et du peuple lui-même et nous attendons désormais maintenant que le gouvernement prenne acte de ce vote. Je fais 2 propositions à la ministre. La première, c'est que le gouvernement prenne un décret d'abrogation de cette réforme et revienne devant les partenaires sociaux et devant le Parlement pour discuter des modalités de financer de manière pérenne un système de retraite par répartition avec une limite d'âge à 62 ans. Et puis l'autre solution, si le gouvernement ne veut pas prendre un décret d'abrogation, c'est que le président, qui parle souvent de référendum mais qui n'en fait jamais, sollicite les Français par voie de référendum. C'est ce que d'ailleurs demande l'immense majorité d'entre eux qui placent la réforme des retraites au premier rang des sujets sur lesquels ils souhaitent être consultés par référendum. Si jamais aucun de ces deux chemins a été emprunté, c'est-à-dire l'abrogation ou le référendum, à ce moment-là, nous en tirerons les conclusions qui s'imposent et on en discutera à la fois avec l'intersyndicale mais aussi avec les députés qui pourront aller de la saisine du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État sur la validité d'une réforme jamais votée par l'Assemblée mais dont l'abrogation elle a été votée majoritairement. Et puis par ailleurs, bien évidemment, l'hypothèse d'une motion de censure qui, dans ce cas de figure et compte tenu de ce qu'est la configuration de l'Assemblée, pourrait tout à fait être majoritaire dans les mêmes proportions que le vote de ce matin. Mais monsieur le député, pardon pour mon ignorance, comment votre proposition de loi votée peut-elle s'articuler avec la commission de réflexion mise en place par François Bayrou? Je finis par m'y perdre dans ce processus. Réponse courte, Stéphane Peu, s'il vous plaît. Réponse courte, c'est que le conclave des partenaires sociaux a été ouvert par le Premier ministre en disant qu'ils avaient une feuille blanche. Et puis très vite,
les totems et les tabous se sont dressés sur le chemin de ces négociations, ce qui fait que beaucoup de syndicats sont partis, qu'il reste aujourd'hui 5 syndicats autour de 5 partenaires sociaux autour de la table, et que s'il y a un accord, le Premier ministre est engagé à revenir vers l'Assemblée, et donc on pourra discuter à l'Assemblée des conclusions. S'il n'y a pas d'accord, le Premier ministre devra quand même revenir à l'Assemblée, comme il s'y est engagé. S'il ne le fait pas, il doit abroger la réforme Borne-Macron et revenir vers les partenaires sociaux et vers l'Assemblée en remettant l'ouvrage sur l'établi. Merci beaucoup Stéphane Peu, député PCF de Seine-Saint-Denis. Allez, tout de suite, les tours de table de l'actualité. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Philippe Bilger, vous m'indignez. Vous voulez que je vous éclate? On ne résout pas les problèmes par la violence. Mais vous êtes un trouillard. Philippe Bilger est au taquet. Ce ne sont pas des cons, ce sont des délirants, c'est beaucoup plus grave. Le tour de table De l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler de la guerre des chaînes d'infos qui est relancée pour vous. On en a un peu parlé tout à l'heure à la suite de l'intervention de notre auditrice. Sonia. Ça va, évidemment, on va regrouper les chaînes infos, mais en ce qui me concerne, et bien sûr, BFM espère se relancer nettement. Fabien Amias l'indique, puisqu'il y a eu des clauses de cession multiples qui ont été voulues. Il engage des gens qui travaillaient à LCI. France Info espère également augmenter. CNews, pour l'instant, n'est pas inquiète. Je veux dire, le changement de fréquence ne lui pose pas de problème. Donc, je ne crois pas qu'il y aura une guerre davantage que celle qui existait avant. Tom Conan, ouais, je pense aussi, il y a d'autres choses. Il y a T18 aussi qui se lance, qui peut avoir un programme intéressant. À la fin de l'été, début de l'automne, il y aura une nouvelle chaîne encore de Ouest France. Mais c'est vrai qu'il y a une grande diversité, on va un peu s'y perdre, mais bon, quelque part, ça représente l'ensemble du spectre politique. Après tout, moi je trouve ça intéressant, c'est toujours stimulant pour le débat intellectuel. Un mot, Pierre-Yves? Comme on est dans une société de zapping, ça ne devrait pas poser de soucis. Non, et surtout, elles sont concentrées, on les aura d'un coup. Tom Conan voulait parler, dans un sens totalement différent du mien, de la marche des fiertés. Voilà. Enfin, du mois des fiertés. Oui, de manière beaucoup plus générale, du mois des fiertés, qui est au mois de juin, effectivement, de chaque année. Donc, il y a une association qui est ILGA, qui est une association au niveau international, qui fait beaucoup d'études sur la question des droits LGBT de manière assez scientifique, donc dans l'ensemble des pays du monde, et qui a noté, pour le coup, qu'en Europe, si on prend uniquement le cas de l'Europe, les droits des personnes LGBT+, donc les lesbiens, gays, bi, trans et les autres personnes queer, intersexes, etc., ont plutôt reculé ces dernières années, contrairement à ce qui s'était quand même passé depuis plusieurs décennies. Il y a notamment un index, le Rainbow Index 2025, qui note ces éléments-là. Donc on voit que dans plusieurs pays, effectivement, ça a reculé. Même la France est en recul de 2 places par rapport à 2024. Il y a également le cas de la Hongrie, qui est aussi dans l'Union européenne, qui, comme vous le savez, par une loi justement a interdit la marche des fiertés, qui est quand même vraiment une atteinte assez hallucinante à l'expression normale de ces personnes. Il y a le Royaume-Uni qui a reculé aussi sur la question des droits des personnes trans. Donc de manière générale, il y a une vraie inquiétude. Et on voit aussi que le mouvement, et ça rejoint peut-être effectivement un peu ce que Philippe disait tout à l'heure sur les combats communs qui peuvent être effectivement menés contre l'extrême droite, c'est que l'ONG ILGA note qu'il y a aussi une inquiétude par rapport à la montée de l'extrême droite en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas ou même en France, on pourrait dire, et qu'effectivement ces partis-là, qui ont parfois un discours ouvertement hostile ou critique, en tout cas des personnes LGBT+, ça peut effectivement poser question dans un contexte de recul. Philippe Bilger. Vous trouvez pas que le terme fierté est grotesque ? Non, honnêtement, alors moi quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, 16 ans, il y a très peu de temps. j'allais aux marches des fiertés. Effectivement, c'était amusant pour moi, c'était nouveau, ça me permettait effectivement de comprendre qui étaient ces personnes qui avaient l'air de me ressembler mais que je ne connaissais pas vraiment, que je ne croisais pas. C'était festif, ça l'est toujours. Ah bien maintenant, j'y vais moins parce que j'ai peut-être moins besoin de comprendre et de me sentir inclus dans cette communauté. Mais effectivement, je pense qu'à un certain moment, c'est très important, et je dirais qu'aujourd'hui, en effet, il y a peut-être une repolitisation qui va au-delà des questions queer stricto sensu, et c'est aussi lié effectivement à ce contexte politique qui est quand même très très singulier et assez inquiétant. Votre réaction, Pierre-Yves Martin? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Je
Je trouve que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je trouve que voilà, il y a un sujet de politisation, d'essayer de trouver à chaque fois l'élément l'aspérité qui viendra générer de l'affrontement, du conflit, de l'incompréhension, etc. Moi, j'ai pas de. En fait, je comprends pas pourquoi il y a eu ce nom de fierté. Ça vient d'où? Je saurais pas dire. Avant, c'était la Gay Pride. L'idée de la Pride, en fait, c'était la Gay Pride, et ensuite la Gay Pride est devenue la Pride tout court, donc Pride qui veut dire effectivement fierté, pour inclure justement les gens qui ne sont pas uniquement gays, mais qui sont également des personnes lesbiennes, bi, queer, trans, queer, etc. C'est pour ça que c'est beaucoup plus inclusif que ce que c'était à l'origine. Et votre tour de table, c'est un coup de cœur, mais ça se passe pas très bien, on va dire ça comme ça. Bon, alors moi je dois vous avouer quelque chose. J'ai découvert une jeune femme époustouflante, extraordinaire, il y a quelques jours seulement, parce qu'avant je ne la connaissais pas du tout. Je ne suis pas un spécialiste du tennis français ou international. Je suis un simple amateur qui de temps en temps, avec mon fils, fait du tennis le dimanche matin. Et c'est tout. Mais là, depuis quelques jours, j'ai découvert Loïs Boisson. Et j'ai été subjugué. C'est pour moi l'élixir de jouvence de la France, du peuple français. Enfin, on a une personnalité qui arrive sans cri, avec toute la discrétion, et qui très efficacement réalise des exploits match après match, et qui adhère, qui réussit à créer l'adhésion autour d'elle de manière complètement unique, et je trouve ça très beau. Et je trouve ça très beau parce que en France, on a besoin, alors il y a toute une polémique là-dessus, mais je pense qu'en France, on a besoin d'avoir des héros, et pour moi, Loïs Boisson est une héroïne. Alors aujourd'hui, je voulais juste retenir d'elle que tout est possible. Et peut-être que si elle réussit cet exploit, même si en ce moment même il y a un match contre la numéro 2 mondiale et que ça se passe pas bien parce qu'elle a perdu la première manche, première manche, mais même si, il faut savoir que ce qu'elle nous explique, Loïs, c'est tout est possible dans la vie. Et donc c'est aussi à nous de considérer que tout est possible. Et tout deviendra peut-être positif. Et moi je dirais que de manière plus générale, c'est le tennis féminin de manière globale qui devient extrêmement intéressant. Moi effectivement j'ai eu la chance de faire aussi pas mal de tennis quand j'étais plus jeune, et à l'époque effectivement le tennis féminin était parfois boudé, était moins regardé, et aujourd'hui je vois que ça change complètement, et la qualité ne fait que progresser, et également la visibilité, puisqu'évidemment c'est en le voyant davantage qu'on peut aussi se rendre compte des progrès incroyables, et surtout de la qualité tennistique qu'on peut voir sous nos yeux. Quand on voit le parcours en effet, Pierre-Yves, de cette jeune femme, et la petite fille qu'elle était à 6 ans, et avec un caractère extrêmement difficile, à tel point que l'entraîneur qui l'a découverte lui avait quitté les injonctions ordinaires en lui disant simplement: demain tu essayes de ne pas jeter ta raquette 20 fois, seulement 19 fois, et elle s'est maîtrisée. C'est extraordinaire, vous l'avez très bien dit, en tenant compte de sa possible défaite. Allez, merci à tous. On va tout de suite prendre notre gagnant, direction Toulouse. Pierre-Jean ? Oui, bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, vous pouvez remercier eux, puisque vous avez été le 10e appel au 0826 300 300. Et vous avez gagné. Et vous avez gagné un récepteur DAB+ Muse qui fait qualité numérique DAB+, tuner FM intégré, écran LCD, prise casque, 60 stations en mémoire. Elle est pas belle la vie? Merci Sud Radio. Ah bah il n'y a pas que Pierre-Jean, il y a madame aussi. Il y a toute la famille. Ah bah on embrasse toute la famille. Voilà, oui, on est en famille, oui. Merci beaucoup pour votre appel, franchement c'est une très bonne nouvelle. Eh bien merci d'avoir joué, vous êtes des fidèles de Sud Radio? Oui, toujours dans mon tracteur, toujours Sud Radio allumé. Ah, vous êtes où à Toulouse? Pas loin de Toulouse, dans l'Ariège exactement. Où ça? À 20 minutes de Toulouse. Où ça? Dans l'Ariège. Quel village? Mazères. Ah, Mazères, bien sûr, au sud de Toulouse, en prenant la route de Saint-Gaudens, magnifique. C'est là où il y a le Porto, non? Non, c'est pas Madère, c'est Mazères. Vous pouvez apprécier l'humour de Philippe Bilger. Bravo Pierre-Jean, bravo Pierre-Jean et toute la famille. On vous embrasse.
Allez, Bravo à vous. tout de suite, le pape Léon XIV appelle Poutine à un geste pour la paix. Le président russe répond vouloir la paix tout en accusant Kiev d'envenimer le conflit. Alors parlons vrai. Est-ce que le chef de l'église catholique romaine peut avoir de l'influence sur un orthodoxe? C'est la question. Le pape peut-il convaincre Poutine de faire la paix en Ukraine? Vous dites non à 84%. On retrouve dans quelques instants Christophe Dickès, historien spécialiste du Vatican, son dernier livre pour l'église, ce que le monde lui doit, édité chez Perrin. Les 5 et 6 juin, c'est la fête de la radio. Avec Sud Radio. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin et Tom Conan, et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Léon XIV a appelé Vladimir Poutine à faire un geste pour la paix. Lors d'un entretien téléphonique hier, le président russe a assuré au pape vouloir aussi la paix, mais il accuse le pouvoir ukrainien de miser sur l'escalade du conflit. Alors parlons vrai, est-ce que le Vatican a un rôle à jouer dans la géopolitique mondiale? Et à la question, le pape peut-il convaincre Poutine de faire la paix en Ukraine? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Christophe Dickès, historien spécialiste du Vatican, son dernier livre, Pour l'Église, ce que le monde lui doit, édité chez Perrin. Bonsoir Christophe Dickès. Bonsoir Philippe David. Est-ce que ce pape américain qui appelle Poutine, c'est une nouvelle version des rapports Est-Ouest? Non, c'est pas une nouvelle version des rapports Est-Ouest parce que il y a depuis l'époque de Benoît XVI un lien très particulier entre Moscou et Rome. Le problème, c'est que la porte est très étroite. Pourquoi elle est très étroite? Essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que en fait, dans l'affaire, en quelque sorte, la papauté est à la fois juge et partie, c'est-à-dire la papauté est à la tête de l'Église gréco-catholique ukrainienne et cette Église catholique, gréco-catholique ukrainienne, eh bien défend d'abord les intérêts de l'Ukraine. Et puis il y a une autre chose que peu de commentateurs voient, et d'ailleurs que je n'ai absolument pas entendu, c'est que il y a eu une rupture entre Rome et Moscou au moment de la publication du texte Fiducia Supplicans qui reconnaissait en fait la possible bénédiction de couples homosexuels. Et ça a été, si vous voulez, considéré comme Moscou, comme une trahison des liens diplomatiques qui existaient entre Rome et Moscou sous Benoît XVI. Pourquoi? Parce que ces liens diplomatiques ont été établis dans une perspective éthique de défense du mariage. Et ce n'est pas un hasard si Léon XIV, d'ailleurs, a rappelé que le mariage, c'était l'union d'un homme et d'une femme. Il l'a fait il y a 2 jours, si mes souvenirs sont bons. Donc la porte est très étroite. En plus, pour couronner le tout, Poutine sait très bien que Rome a besoin de Moscou. Pourquoi? Parce que dans l'échiquier géopolitique, Moscou joue un rôle de défenseur des chrétiens d'Orient. Et cette carte géopolitique a joué à plein le pape François, eh bien, a été en quelque sorte remise en cause par la politique et la politique même du pape François. Voilà. On va faire réagir les vraies voix. Philippe. Évidemment, je n'ai pas la science de notre invité Christophe Dickès, mais je considère que peut-être que l'intervention du pape Léon XIV ne va pas évidemment mettre fin à la guerre, mais peut avoir un effet bienfaisant, bénéfique sur le rapport entre Vladimir Poutine et la papauté, et donc l'ensemble des gens qui sont directement concernés par ce conflit. Parce qu'il me semble retrouver le rôle politique dans sa simplicité et sa nudité, alors que le pape François, par moment, tombait dans une politisation qui, à mon sens, rendait difficile l'accomplissement de ses objectifs. Là, il y a une possibilité tout de même que même un Poutine soit influencé favorablement par l'intervention papale. Je vais très vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Pierre-Yves Martin. Oui, moi, bonjour, j'avais une question parce que je me souviens dans mes cours d'histoire le rôle, l'influence de l'Église dans l'effondrement de l'URSS. Avec Jean-Paul II.
avec Jean-Paul II notamment. J'ai aujourd'hui quelques difficultés, mais je vais m'empresser d'aller acheter votre livre, mais j'ai aujourd'hui quelques difficultés à définir, identifier le réel niveau d'influence de l'Église en matière de géopolitique. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il y a un vrai rôle diplomatique ou est-ce que c'est une symbolique? Tom Conan, et après on fait répondre Christophe Dickès. Tom Conan, votre main. Oui, faut que vous achetiez non pas mon dernier livre, mais le Vatican, Vérités et légendes, paru aussi chez Perrin. Oui, voilà. Effectivement, cette question. Je traite quel est le vrai pouvoir. En fait, le vrai pouvoir du Vatican est un pouvoir moral. Mais ceci est très net depuis, on va dire, la fin du 19e siècle, la perte des États pontificaux par la papauté en 1870. C'est-à-dire que là où il a perdu en pouvoir politique, la papauté a souhaité gagner en termes de puissance morale. Et elle a été considérée, et elle est toujours considérée, comme un possible arbitre. Elle propose ce que l'on appelle ses bons offices dans les conflits qui peuvent y avoir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elle agit loin des caméras, elle agit dans le secret, mais elle a une influence. Si vous voulez, la reine d'Angleterre a reçu le pape Benoît XVI, notamment parce que la papauté est intervenue dans la libération des otages de soldats anglais qui étaient aux mains de l'Iran. On sait que le pape François a joué un rôle dans la réconciliation entre Cuba et les États-Unis. Donc ce sont des choses qui ne font pas les gros titres, mais qui ont véritablement leur spécificité. Donc oui, la diplomatie existe, mais elle a ses limites. D'accord. Moi, je veux dire que non, Benoît XVI effectivement avait quand même avancé prudemment, mais courageusement, on pourrait dire, sur certains sujets. Et on pensait effectivement que ça aurait pu ensuite être continué et d'une certaine façon amplifié. On voit que c'est peut-être le mouvement inverse qui se profile, donc celui d'un conservatisme plus assuré, ce que je trouve un peu dommage. Vous parlez de François plutôt que de Benoît XVI. Oui, pardon. Vous avez dit Benoît XVI, je veux dire pas François. Je disais, le pape Léon plus conservateur que... J'avais un métro de retard. Il y a un problème là, oui. Mais en revanche, pour prendre un seul exemple sur la question du mariage, par exemple, parce que vous en avez parlé, on a parlé beaucoup des droits LGBT. Mais on parle de la Russie, etc. Non, mais j'ai compris, mais sur la question du mariage, il s'agissait de célébrer le mariage, mais en célébrant le mariage gay, on célèbre également l'institution du mariage. On la renforce d'une certaine façon, puisqu'on élargit le nombre de personnes qui sont des bénéficiaires potentiels. Mais sur la Russie, si vous voulez que l'Église, là vous êtes en train de demander à l'Église de revenir sur un dogme essentiel de ce qui constitue sa nature. Donc je ne crois absolument pas à cette possibilité-là. Mais là où je vais rejoindre Philippe Bilger, la diplomatie du Saint-Siège, elle est un art du possible. C'est une diplomatie du signal faible. Elle va toujours tenter, elle va toujours essayer. C'est pour cette raison qu'elle a même discuté dans son histoire avec les pires dictatures, parce que le premier rôle de cette diplomatie est de protéger les chrétiens là où ils se trouvent. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent cultiver une politique avec la Russie, puisque la Russie est une des seules puissances qui, sur le théâtre moyen-oriental, joue ce rôle de défenseur des chrétiens d'Orient. Et indépendamment de la Russie, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait comparer finalement le rôle d'influence de soft power que vous décrivez à l'instant, qui exerce par ailleurs la monarchie britannique? C'est un peu ce genre de rôle finalement. Oui, en soi, oui, c'est au niveau comparable, international. Même si les intérêts britanniques sont vraiment différents. Et puis, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni a une politique économique, a une politique militaire, etc. Tandis que le pape, il n'a ni intérêt économique. Je crois qu'un des clichés les plus répandus, c'est que le pape est riche. Le pape est absolument pas riche. La Cité du Vatican a un déficit de 70 millions d'euros. Oui, mais un patrimoine important par ailleurs. Mais Christophe dit que... son patrimoine n'est pas important, là aussi, c'est un cliché. Son patrimoine a la valeur d'un budget d'un département français. Donc, pour une église, pour une institution qui représente 1,4 milliard de personnes, c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est un patrimoine, d'ailleurs, qu'il a énormément de mal à entretenir parce qu'il n'en a pas les moyens. Oui, ça c'est vrai.
Vous Voilà. avez Après, dit... il faut pas confondre Rome et aussi les églises nationales. C'est-à-dire que l'église américaine est riche, l'église allemande est riche, l'église française n'est vraiment pas riche. Parce qu'en Allemagne, il y a l'impôt sur l'église. Vous avez dit à juste titre tout à l'heure que l'influence du pape était morale. À votre avis, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à faire changer en profondeur le discours classique des politiques? Autrement dit, est-ce que Poutine pourra mentir de la même manière au pape qu'il pourrait le faire avec Zelensky? Christophe Dickès, en 20 secondes pour cet exercice de psychanalyse poutinienne. Et non pas ericksonienne. C'est vraiment difficile. Je pense que Poutine sait très bien ce qu'il veut. Trump a essayé après son élection. Là, le pape Léon essaye après son élection. Encore une fois, c'est une diplomatie du signal faible. Elle va tenter et on verra quels seront les résultats face à l'hydre russe. Merci beaucoup, Christophe. Christophe Dickès, historien spécialiste du Vatican, son dernier livre, Pour l'Église, ce que le monde lui doit, édité chez Perrin. Merci Philippe Bilger, merci Tom Conan, merci Pierre-Yves Martin. C'était un vrai plaisir. Dans quelques instants, on se retrouve avec Jean-Marie Bordry pour les vraies voix qui font rouler la France. Mais tout de suite, les incontournables de la gestion de patrimoine, on se retrouve dans quelques instants.